Bonjour et bienvenue dans le point lecture histoire numéro 4. Donc on va commencer tout de suite. Non, parce que sinon on va y passer la nuit, hein. Voilà. Oui, des petites pavas, c'est tout petit. Alors, comme à mon habitude, hein, je pense que vous étonne personne. On va se concentrer sur la Seconde Guerre mondiale. Vous allez voir, ça va être assez rapide, hein, parce que je vais éviter de vous en parler 10 jours. Je voulais juste vous signaler ce petit livre-là de Franz Jagerstatter qui, en fait, j'y ai replongé dessus parce que j'ai vu le film Une vie volée de Terrence Malick, encore, qui est sorti en DVD le 4 mai, si je m'abuse. Et j'avais juste envie de vous le signaler parce que je ne sais pas si tout le monde, malgré que vous ayez peut-être vu le film, vous avez lu ce petit récit, enfin c'est les lettres qu'il adresse en tant qu'objecteur de conscience. Je signale juste qu'il a été décapité en août 1943 à la prison de Berlin, voilà, juste parce que il refusait de choisir et notamment d'abdiquer sa foi pour être un nazi. Donc je trouve que c'est très poignant comme récit et comme vie. Et honnêtement, si vous n'avez pas le cœur accroché, quelquefois ça va vous décapiter un peu. On commence, hein, parce que voilà, on va pas faire ça à 10 jours. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous aimez pas du tout la Seconde Guerre mondiale, passez votre chemin. Allez voir la prochaine vidéo d'histoire qui sera en juillet, je pense. Peut-être pas en août, mais en juillet, fin juillet, qui aura sûrement d'autres thèmes, parce que là, il n'y a que ça, hein, je vous le dis. Alors le premier que j'ai lu, c'est La guerre allemande, portrait d'un peuple en guerre 1939-1945 de Nicolas Schanzgart, donc chez la librairie Weber. En fait, il présente à partir d'entretiens et d'expériences, on va dire, de personnes, d'Allemands, que ce soit des expériences individuelles, mais il y a des couples, hein, aussi. L'évolution général du ressenti, de la perception du conflit qu'ont eu les Allemands. Donc ils ne se contentent pas de dénoncer des faits, etc. Vraiment là, malgré les propos assez glaçants, c'est assez dense et ardu, quelquefois c'est un peu compliqué aussi, enfin pas compliqué mais c'est un peu difficile parce que il vous montre quand même comment un peuple est devenu carrément monstrueux pour certains. Et que cette déchéance de ce peuple qui était quand même l'un des plus cultivés, l'un des plus développés et éduqués de l'époque, a pu basculer dans des espèces d'horreur. Alors moi j'ai toujours été très intéressée par ça parce que j'ai eu la chance d'avoir des oncles et des tantes et des grands-pères et des grands-mères qui m'ont raconté la Seconde Guerre mondiale, et dont un oncle qui s'était fait ami avec un Allemand bien après-guerre. Et cet ami lui racontait comment ses parents avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, parce que lui faisait partie de la Wehrmacht. Et en fait, un jour on a vu une expo, je vous dirai même pas laquelle, mais je dois avoir 15-16 ans. Et en fait, il m'en a parlé, et ce monsieur était encore vivant, et donc il était en vacances en Dordogne, et donc il m'en a parlé, et je savais qu'il était allemand, mais voilà. J'avais pas fait la relation, malgré le fait que j'étais intéressée déjà par cette période-là, j'avais pas fait la relation entre ce monsieur que je connaissais et qui était assez sympa, et avec qui on discutait, on papotait, on parlait de foot surtout tous les deux, et le fait qu'il ait pu être un soldat. Voilà, donc comme quoi, vous voyez. Et en fait, ce livre-là, qui est quand même assez dense, etc. Alors, Nicolas Scharnsgaard, c'est quand même un prof de Oxford, hein, voilà. Je dois avouer que c'est quand même un livre qui vous laisse à penser aussi que ça pourrait arriver à tout moment. C'est pas parce que vous êtes un peuple intelligent, éduqué, que vous avez un bon système d'éducation, etc., que vous n'allez pas vous faire une rechute de ce genre de choses-là. Ça a l'intérêt de couvrir toute la période et de montrer effectivement entre les gens qui étaient exaltés, ceux qui étaient dociles, ceux qui voulaient résister, ceux qui ne voulaient pas, ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont pas voulu voir. Et ça montre du début, c'est-à-dire plus ou moins
on est les meilleurs, on va tout gagner, jusqu'aux bombes, jusqu'aux exactions, jusqu'aux menaces, etc. Bon comme méchant, blanc comme noir, gris, vert, rose, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc honnêtement, La guerre allemande, portrait d'un peuple en guerre, 1939-1945 de Nicolas Sansgaard chez librairie Vuibert, on va y arriver. C'est quand même un des livres où je peux dire en sortant de là que j'ai appris des choses et que je vais pas le lâcher, je vais pas le laisser très très loin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de relire. J'avais pas fini, que je voulais déjà le relire. Oui, non, bah oui, mais bon, voilà. Donc c'est quand même une jolie petite pavasse. Il y a des photos très émouvantes au milieu, notamment un qui est d'un mariage de cette fameuse Liselotte, qu'on suit à un moment donné. Franchement, il y a des moments où alors vous allez me dire c'est une Allemande, elle se marie avec un officier, machin, etc. Mais voilà, il y a des photos très touchantes, il y a des photos de personnes qui meurent, etc. Mais il y a des photos assez touchantes aussi. Parce que c'est des gens, on va dire, oh là là, si je dis ça, vous allez me gueuler dessus, mais c'est pas comme vous, si, c'est des gens comme vous et moi à la base, quoi. Et c'est pour ça que je disais que ça peut revenir à tout moment et que ce genre de livres-là les livres comme ça sont nécessaires pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé de l'autre côté, en vous disant que ça pourrait très bien arriver de ce côté. Voilà, donc première lecture. Deuxième lecture, on reste toujours dans la Seconde Guerre mondiale. Là, on avait le peuple, donc voilà, tout le monde, même les soldats. Et là, c'est que sur les soldats. Donc, ça s'appelle Être soldat de Hitler de Benoît Rondeau chez Perrin. Ouais, je vais prendre des actions chez Perrin, je vous le dis tout de suite. Je vais vite. Donc là, c'est vraiment. Alors, c'est à la différence de ce que Kershaw fait, qui est très psychologique sur les soldats, etc. Là, c'est véritablement, on va dire. Bon, c'est bien documenté, etc. Mais c'est vraiment un ouvrage général. On va dire plus. C'est pas adapté le mot que je cherche. En fait, c'est un livre plus à la portée de tout le monde. Voilà, enfin plus à la portée de tout le monde. Déjà, la guerre allemande n'est pas à la portée de tout le monde parce que si vous connaissez pas vraiment bien certaines choses, vous allez vous embourber à un moment donné. Celui-là, non. Celui-là, même si vous ne connaissez pas vraiment la période, si vous ne connaissez pas toutes les dates, si vous ne connaissez pas tous les rouages de l'armée allemande, vous allez vous en sortir assez bien. Et quel était le degré aussi de... J'aime pas le mot de nazification, mais c'est ce qu'ils ont mis. De nazification des soldats. Alors que ça va des soldats lambda hein, jusqu'aux Waffen-SS. Enfin bref, de les Panzer, enfin tout le monde, toute l'armée. Et il donne aussi cette espèce de synthèse, c'est le mot que je cherchais, synthèse, c'est un peu une synthèse générale sur les soldats allemands. Je dis moins psychologiquement détaillé que le fait Kershaw, mais en gros, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon roman, enfin un bon livre en tous les cas. Roman. Être soldat de Hitler, donc de Benoît Rondeau, moi je trouve qu'il offre vraiment une autre étude, une autre façon de voir l'armée allemande. Je rappelle aussi, et je fais une aparté, mais c'est pas une aparté, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps quand je suis intervenue à une petite table ronde, les gens qui me disaient ouais mais il y a les Waffen-SS, les SS c'est des horreurs, etc. Mais la Wehrmacht, non, la Wehrmacht il y avait aussi des enfoirés aussi. Ils n'étaient pas à l'abri d'une exaction, comme dirait le très gentil, tout est relatif, je mets des guillemets, soldat SS que j'avais rencontré, qui m'avait dit vous croyez quoi, que la Wehrmacht c'était des saints? Voilà, ça c'est fait. Oui, donc voilà, ça offre aussi une autre vision et une autre ouverture. C'est assez simple, c'est très bien documenté et moi je trouve que c'est un bon livre pour ceux qui veulent commencer à se renseigner sur ça. Après, comme je vous ai dit, contrairement à la guerre allemande, j'ai pas appris grand chose ou pratiquement rien du tout. J'ai pas été surprise, j'ai pas dit oh ça je savais pas, voilà. Mais franchement j'aime beaucoup, donc je suis souvent Benoît Rondeau de toute façon, donc voilà, Être soldat de Hitler chez Perrin, Benoît Rondeau. Bah écoutez, si vous voulez en savoir un peu plus sur les, on va dire,
ce qu'ils ont pu faire, y compris le massacre des soldats russes. Voilà. Non, ça aussi, on en parlera un autre jour quand j'aborderai ce sujet-là un jour dans un point histoire spécial Russie, Seconde Guerre mondiale sur la Russie, vous allez voir, c'est pas piqué les hannetons. Autre livre, ouais, alors ça c'est une relecture, ça s'appelle Grand-père n'était pas un nazi, national-socialisme et Shoah dans la mémoire familiale. Donc il y a 3, on va dire, co-auteurs, Harald Welzer, Sabine Moller et Caroline Stungnall. Je vais pas y arriver. Perrin, c'est aux essais chez Perrin. C'est aux essais chez Gallimard. On va y arriver. Hein. Je patauge aujourd'hui. Mal crâne. Bobo tête. Pas possible. En fait, je l'ai relu parce que j'avais, justement pour cette table ronde, je l'avais lu, ça m'avait un peu glacé à l'époque parce que c'est une étude suite à des entretiens individuels et collectifs sur la mémoire et la trace des exactions et des massacres qu'avaient commis les grands-parents sur les générations futures, suivantes. Et c'est assez glaçant de voir qu'il y avait des choses qui avaient été occultées. Donc ils savaient bien que le régime nazi était un régime criminel, que la Shoah était un truc assez hors norme. Oui, alors désolée, mais j'ai été obligée de prendre un appel en Zoom pour une table ronde et du coup, voilà ce que ça a fait. Alors, j'expliquais juste que, oui, ils étaient bien au courant de tout ça, etc., mais que ils n'avaient pas trop de souvenirs et que, en fait, ils avaient un peu occulté ce que papy avait fait, etc. Donc ça peut être très glaçant. Ça peut être très déstabilisant aussi parce que ce fait de ne pas vouloir avoir avoir cet héritage émotionnel ou cet héritage de devoir de mémoire, ils n'avaient pas. Alors il faut aussi préciser que pendant une bonne grosse décennie et demie, voire 2 décennies, peut-être plus quelquefois selon les endroits, il y a quand même une grosse partie des enfants allemands qui n'ont pas du tout eu connaissance de ça à l'école, que ça ne se disait pas ou que c'était vraiment, ils avaient un peu occulté le régime. Et que donc forcément personne ne parlait dans la famille et que il est quand même aussi à signaler que vous avez des dignitaires nazis, que ce soit des fonctionnaires ou des militaires qui ont été récupérés par les alliés, ça et là, pour différentes raisons, que ce soit scientifiques, médicales, etc. Mais que des fonctionnaires qui étaient en place sous le régime nazi sont restés des fonctionnaires sous la RDA et après la RFA et la RDA. Donc en gros, il y a eu une grosse partie de non-dit, de non-transmission, un peu, alors dans une autre mesure, mais un peu ce qu'on peut retrouver dans certaines familles en France, où des gens ont collaboré, ou quand on discute avec certains déportés, comme ça m'est arrivé, qui après la guerre ont voulu raconter ce qui leur est arrivé et on leur disait mais j'ai pas envie d'entendre, on sort de la guerre, qu'est-ce que tu es en train de nous parler de ça, on veut rien savoir, on veut pas, parce qu'il y avait eu tellement d'horreur et tellement de pression, de stress, etc., que les gens voulaient oublier et voulaient occulter ce qui s'était passé. Et en fait c'est un peu humain aussi de vouloir aller de l'avant et faire comme si on faisait table rase, parce que si on ne pense pas, on n'en parle pas, ça va pas exister. Voilà, donc c'est un travail assez impressionnant à faire. Je signale aussi les exécuteurs, des hommes normaux, meurtriers de masse et des procès-verbaux de récits de soldats qui ont été aussi co-gérés avec Harald Welzer. Franchement, c'est chez donc Gallimard Essai, c'est vraiment assez formidable si vous aimez cette période-là. Après, si ça vous intéresse pas, si votre cœur se révulse dès que vous lisez un truc assez différent, mais c'est très très intéressant parce que ça dénonce aussi, ça explique aussi la distorsion psychologique que peut avoir des événements et l'héritage et la parole familiale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont occulté complètement de ce qui s'était passé ou qui ont inventé une autre histoire et donc les descendants ont gardé cette histoire-là. Ça m'a fait un peu penser
dans une complètement autre mesure au livre que j'ai lu là en mai de Anne Sinclair, la rave des notables, parce qu'à un moment donné, elle en parle pour complètement autre chose, hein, puisque son grand-père paternel avait été raflé et mis dans le camp de Compiègne Royal-Lieu. Et en fait, l'imaginaire familial avait fait que sa grand-mère avait réussi à le faire sortir d'une façon un peu épique, et c'était resté dans sa tête de petite fille. C'est aussi ça l'héritage familial, etc. Donc ce livre-là, du fait que ses grands-pères ont quand même commis des exactions, des assassinats, des meurtres et consorts, la descendance a beaucoup gommé. Voilà. Donc grand-père n'était pas un nazi, national-socialiste, mais Shoah dans la mémoire familiale. Franchement, si ça vous intéresse sur le sujet. Et donc on finit par le petit pavé dont je vous avais parlé la dernière fois et je vous avais montré l'état de la bête. Quand on parle d'état, de régime, etc. Là, on a la partie française, donc l'histoire de Vichy chez Perrin. Je vous ai dit, je vais avoir des actions. Donc de François-Georges Dreyfus, hein, qui était quand même un agrégé d'histoire et qui est, je crois, titulaire d'une chaire qui était titulaire d'une chaire à l'université de Strasbourg, si mes souvenirs sont bons. Donc la petite Pavasse, qui est dans un état assez, on va dire, moribond, mais qui est là. C'est quand même une somme après celui qui avait été par Robert Aron sur l'histoire de Vichy, alors qui se concentre pas complètement, mais qui fait beaucoup la part belle aux 2 premières années, mais qui montre tout, c'est-à-dire qui montre les arcanes, les méandres de ce système-là, de ce régime, des fonctionnaires, des technocrates, des gens qui sont censés être intelligents, des gens qui vont devancer les demandes allemandes, ceux qui vont aller outre les demandes allemandes, puisque les demandes allemandes vont remonter crescendo. En gros, puisque au début on leur demande 2-3 trucs, ils disent ouais, pas de problème et tout. Enfin, ça leur pose un peu un problème de conscience, mais bon, pas trop quand même, faut pas exagérer là. Donc, sous prétexte de essayer de ménager la chèvre le chou, on fait des petites concessions, on en fait de plus en plus et de plus en plus, et il est lourd, hein, c'est pour ça que je le mets un peu sur l'épaule. Donc c'est quand même une somme assez considérable de travail qui a été fait, parce que y a des petites choses. Après, voilà, il y a quand même aussi ce contexte politique, social, sociétal, qui est quand même décrit aussi de cette époque où il y avait une différenciation dans la société française. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de non-dits. Il y avait aussi des gens qui détestaient, alors on parle des boucs émissaires, mais ça allait des juifs aux francs-maçons, des protestants aux homosexuels, des communistes à un tel, etc. Donc il y avait beaucoup de choses dans cette société française qui a un peu aussi fondé son propre tombeau, en gros, pour l'histoire de Vichy. Alors c'est toujours problématique quand on parle de cette période-là, parce que vous avez toujours des gens qui vont vous dire ouais, c'était des collabos, etc. Ouais, mais pas tous, et pas tous ont pris part à ça. Certains ont pris part pour essayer de lutter de l'intérieur, d'autres ils étaient un peu arrivistes et opportunistes, ils se sont dit oh bah tiens je vais y aller, puis ils ont retourné leur veste, après on en connaît. Et c'est pareil pour le système, je parlais du grand-père et des nazis et des fonctionnaires qui sont restés longtemps. En France on connaît aussi des fonctionnaires qui sont restés après-guerre à des fonctions hautes, alors qu'ils avaient collaboré avec les Allemands et qu'ils avaient signé l'arrêt de mort de certaines personnes. Donc en gros, voilà, c'est des livres importants à lire aussi. Alors l'histoire de Vichy de François-Georges Dreyfus chez Perrin, si vous le trouvez, n'hésitez pas. Voilà, donc j'ai décapité le livre officiellement. Voilà. Ouais, il tombe en machin. Pour le lire, j'étais obligée de le mettre sur la table parce que c'était voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. Franchement, c'est voilà, il y a vraiment énormément de choses, et je trouve que c'est aussi définir ce qu'était la société française et cette espèce de, je sais pas, de retour de traditionnalisme aussi à un moment donné. Voilà. Donc si vous ne l'avez
ça vous intéresse, ou si vous avez lu Aron, bah allez-y, vous pouvez y aller, hein, c'est un bon pavé. dont j'ai amputé un parti, mais enfin bon, c'est une belle petite pavasse. Hein. Donc j'ai lu l'histoire de Vichy de François-Georges Dreyfus. Grand-père n'était pas un nazi, donc du trio Welser, Moller et Stendhal. Là, c'est chez Gallimard. Un autre chez Perrin, donc Être soldat de Hitler de Benoît Rondeau, et donc celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment une biblasse, La guerre allemande, portrait d'un peuple en guerre de 39-45 à la librairie Vuibert, donc de Nicolas Scharnsgaard. Et donc, pour ne jamais oublier quoi que ce soit, et pour que même le plus petit résistant, je les mets comme ça vous les voyez mieux, et que le plus petit être qui a essayé de rebeller, voilà. Si ça vous dit de le lire, parce qu'il est assez difficile à lire, ça vous va. Sinon, regardez Une vie volée de Terrence Malick, ça vous expliquera ça. Voilà, on se quitte sur les petites pavasses. Voilà. Que j'ai lu donc en histoire pour ce trimestre, sachant que je vais faire un raid sûrement à la librairie. Je suis désolée, mais j'ai des sous les arbres tout à l'heure, des marronniers, j'en ai de partout. Non, j'étais pas sous le marronnier, mais j'ai un marronnier qui donne carrément directement sur mon balcon presque, et donc j'avais tous les pollens des marronniers, et puis pollen, moi je suis en train de mourir. Sachant que je vais faire un raid à la librairie, puisque maintenant c'est ouvert et que je vais pouvoir aller me ravitailler. Autant je peux me ravitailler par Drive, par livraison à domicile de ma librairie qui faisait ça au mois d'avril, et d'ailleurs je les en remercie ici de m'avoir ravitaillé en livres. Autant pour les livres d'histoire, non, il faut que je hume, que je regarde, et j'ai envie de changer de période. Donc vous savez que je suis fan de la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais j'aime aussi l'histoire de la Russie, de l'URSS, la révolution industrielle en Angleterre, le 12 et 13e siècle en Aquitaine, en France, mais en Aquitaine, et aussi une partie de l'histoire d'Angleterre qui est plus le 15 et le 16e. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux me sortir de ça un petit peu pendant quelques temps et de rentrer. Ça va pas être évident, hein, parce que me connaissant, j'en ai vu certains qui devaient sortir, y replonger dessus, moi, donc voilà. Mais bon, c'était des bonnes lectures bien pavasses, donc voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous embrasse, et prochaine vidéo, je crois que c'est le point lecture de mai, sachant qu'il y a des bouquins qui n'étaient pas du tout dans le book haul, parce que j'y avais déjà tout lu, et que j'ai ravitaillé, comme je vous l'ai dit, à la librairie, donc j'ai continué à lire, et voilà. Donc il y en a encore 2 ou 3 ou 4. Voilà. Bon, vous verrez bien. Et je vous les présenterai en book haul rapidement dans le mois de juin, histoire qu'ils aient quand même un book haul aussi, parce que c'est sympa de les voir en gros plan. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, et puis on se dit aux prochaines vidéos. Au revoir!